Sans contrôle, le podcast 100% FC Nantes. Loco Pedros, Loco, c'est fabuleux! Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table, Hey! Voilà! Allez le jupon! David Filippo, Ouest France. Te rend ding quand elle a son pom pom chante pas loin. Et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque. Pierre Merci Arnaud Bar, Jean-Marcel, tu tousses Presse sur Océan. notre générique. On va lui pourrir nous aussi. Malado. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Un podcast présenté par Simon Rengoat, It West. Salut les amis, salut David Filippo. Salut. Encéphalogramme plat pour cette équipe promise à la Ligue 2. As-tu écrit David sur les réseaux sociaux? T'y crois plus David? J'ai l'impression. Non, j'ai pas dit. Ah si, je te lis. Hein. Ça ressemble à une équipe. Ça ressemble à une équipe promise à la Ligue 2. Après, il Tu l'as dit la semaine dernière, tu l'as dit la semaine dernière. Non mais je vous le dis depuis. On va pas revenir sur les. 10 minutes après, il va tweeter cette équipe est magnifique. Non, je suis pas. Forcément, au bout d'un moment, il a raison. S'il y en a bien qui est pas dans la culture de l'instant dans cette pièce, c'est moi. Bah, c'est pour ça que tu On va tweets. essayer de lister les solutions possibles si elles existent pour redresser ces canaris David. Salut Pierre Arnaud Bar. Salut Simon, bonjour tout le monde. Tu évoquais il y a quelques jours dans Presse Océan le doute, ce poison lent et insidieux qui s'infiltre partout. Hein, je te cite. Tu nous diras si la première période plutôt correcte des Nantais a levé quelques doutes quand même. Le doute t'habite toujours. Excellent David. Toujours. Bon, franchement, Ça commence très très fort. On n'en entendait Merci. pas moins de On toi. vient de perdre beaucoup de gens qui ont malheureusement cessé d'écouter le Non, on a podcast. gagné de l'audience en Vendée par contre. Salut Jean-Marcel Boudard. Salut Simon. Tu étais avec Pab à Lyon pour fêter les 75 ans de l'OL dimanche. Il y avait du monde, 46 000 spectateurs. L'arbitre, Monsieur Keradji aussi, qui a fait la fête. L'hommage des Badgones à Anthony Lopez. T'as apprécié, j'imagine aussi. J'ai jamais vu autant de monde dans ce stade, mais je crois que c'est la dernière fois que j'y vais. Ça me fait trop de mal en Chouette fait. soirée, bonne ambiance. Allez, salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute. Le kangourou fait des sauts de plus de 7 mètres de long. Il se déplace à plus de 55 km/h. c'est un Aussi beau rapidement documentaire. qu'un loup. Sa masse corporelle est constituée à 85% de muscles. Le kangourou mâle est taillé pour le combat. Le kangourou mâle est taillé pour le combat. La métaphore animalière de Valdemar à propos des kangourous, nouvel animal totem de la direction nantaise. On en parle évidemment dans Il y a ce peut-être 13e épisode saison 7 de Sans il y a Contrôle. peut-être à Walibi, Valdemar Kita. Peut-être. On va commencer avec un retour sur cette claque lyonnaise entre inefficacité offensive et sentiment d'injustice. Mwanga méritait-il d'être exclu? Le FC Nantes adopte-t-il un jeu plus direct? Désormais, changement de style ou pas? Cette équipe n'est-elle tout simplement pas limitée techniquement d'une part et en manque de leadership d'autre part? Les hommes dans le match, Awaziem et Amiens trop tendres. Cette fois-ci, Duff, une entrée sans complexe qui a plu. Tabibou même pas convoqué à Lyon, c'est quoi le problème? Enfin, Luis Castro s'enfonce encore, tiendra-t-il jusqu'au mercato? Et Valdemar, sa prise de parole, au-delà du fond de l'arbitrage, est-elle sur la forme surtout le symbole d'une grande fébrilité? Enfin, histoire de se finir, c'est le leader lensois qui déboule à la Beaujoire, une classe d'écart entre les deux équipes qui peut faire peur. On évoquera ça avec un confrère spécialiste du RC Lens, le tirage au sort de la Coupe de France et le retour annoncé du sauveur Ignatius Ganago. Allez messieurs, l'ancien de Charlie Hebdo, François Cavana, a écrit « Le fermier qui réussira à croiser une dinde et un kangourou aura créé la première volaille que l'on puisse farcir de l'extérieur. » À méditer, cher Valdemar. Eh oh, faites pas la gueule. Vous êtes contents quand même, non? Sans contrôle, Tu peux la répéter l'actu des quand même, Canaries parce que a une David- touche de balle. David C'est n'a quand pas même- compris. Non, Oui, je puis suis c'est quand même un peu plus subtil que le doute t'habite, quoi. Le fermier qui réussira à croiser une dinde et un kangourou aura créé la première volaille que l'on puisse farcir de l'extérieur. Ouais, je pense qu'il a compris maintenant. D'accord. Et avant toute chose, messieurs, à vos agendas, on se donne rendez-vous pour un podcast Sans Contrôle en public mardi 16 décembre prochain. On va faire le bilan avec vous au Fleur du Malte. C'est un bar qui est à côté de la gare Nord à Nantes. Alors comment venir? Vous nous envoyez À un pied. mail, par exemple, ou en tram. Vous nous envoyez un mail à sans contrôle fcnantes44 @gmail.com, sans contrôle au singulier, fcnantes44, vous collez tout ça à gmail.com et on vous ajoute sur la liste des invités. Allez, on débrief Lyon, on l'avait dit, de Lyon, tu reviens marron. Le petit cheval Ah, dans Georges le Brassens. mauvais temps, Très bien. qu'il avait donc du courage. Le petit cheval, non? La mort du petit cheval. C'était un Non. petit cheval blanc. Un petit cheval blanc. Tous Tout à fait. derrière, tous derrière. C'était un petit cheval blanc. Tous derrière lui, devant. C'est Mathis Sabline,
Tous derrière et lui devant, c'est le petit cheval blanc qu'on arrose de ballons dans la profondeur avec de véritables occasions à l'arrivée en première mi-temps, notamment face à Lyon. Et j'ai envie de commencer par un peu de positif. Jean-Marcel, on a vu des choses durant cette première période à Lyon avant l'expulsion. On parlera de l'expulsion tout à l'heure, mais Ablin, dans la profondeur notamment, ça a suscité de belles opportunités nantaises. Ouais, Luis Castro nous avait certifié que le système n'était pas un problème et qu'au sein d'un 4-3-3, il pouvait y avoir différentes évolutions selon les phases de jeu. Et effectivement, alors c'était pas tout à fait un 4-3-3, on était plus sur un 5-3-2, voire sur un 5-4-1 en phase défensive, avec une volonté d'être compact, de densifier le milieu de terrain pour avoir des récupérations rapides et des transitions rapides. Et ce qui a été intéressant, notamment dans l'entame du match, dans les 20 premières minutes, c'est qu'on a trouvé un bloc qui était cohérent et compact, mais aussi, moi j'ai trouvé une maîtrise technique un peu nouvelle, notamment dans les sorties de balles. Je pense à Junior Mwanga qui a fait vraiment du bien à ce moment-là, en tous les cas, pour sortir du pressing adverse. Et donc trouver très très rapidement les offensifs et notamment Mathis. Ouais, parce que dans la maîtrise du ballon, Nantes a quand même été avec un jeu très direct. La maîtrise, c'est aussi quand tu es sous pression d'arriver à conserver le ballon et de le ressortir. Et là-dessus, je trouve qu'ils ont plutôt bien fait les choses. Ablin qui n'était pas véritablement sur le côté. El Arabi, on a cru qu'il était en neuf, mais Ablin était dans l'axe la plupart du temps finalement. C'est pour ça qu'en fait, ça alternait entre un 5-3-2 et un 5-4-1. Alors ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une défense à 5 pour le coup, parce que Kwon, il est pas allé au milieu de terrain, même après l'expulsion. Il était toujours dans l'axe. Il y avait deux milieux défensifs avec Le Penant et Mwanga. Et effectivement, devant, tu avais Ablin qui était plutôt dans l'axe et El Arabi hyper muté avec El Arabi. Voilà, hyper muté. Après, physiquement pour El Arabi, ça peut être compliqué de tenir tout le match sur le côté gauche. Mais de toute façon, les ailiers dans ce système-là, c'était pareil avec Lado de l'autre côté. Ils étaient surtout là, Castro nous l'a dit après le match, on l'avait vu des tribunes, ils étaient surtout là pour fermer l'intérieur. Donc tu voyais vraiment que c'était une équipe qui était compacte, qui s'adaptait aussi au système de Lyon, parce qu'ils étaient en 3-4-3 et Lyon, ils jouent vraiment dans le cœur du jeu. Oui. Et c'est un système en tout cas qui était très novateur par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la saison, à la fois au niveau des hommes et au niveau des intentions. Donc il a changé de système, il a changé peut-être d'idée et de style. C'est le positionnement de ses joueurs en fait qui était différent. C'est pour ça que après c'est juste un débat technique, mais on peut y voir un changement de système. Alors c'est plus la défense à 5 qui pour le coup, parce que Kwon était vraiment, il a passé 90% de son temps en défense centrale. Ouais. Mais après, parce que 90% du temps Lyon avait la balle, donc c'est pour ça. Non, pas sur la première période. C'est ce que veut le jeu de Castro. Sur ce temps fort nantais là, où on va dire sur cette sur bon comportement nantais des 25 premières minutes. C'était 70-30 à ce moment-là, Jean-Marcel, la possession. Non, Simon, non, on a vu les stats, non, parce que c'est ce qui se termine à la fin du match, c'est à peu près ça, et on est un peu en dessous. Mais bon, bref, c'est pas le débat. Ce qui était intéressant, c'était notamment effectivement ces ailiers qui rentraient à l'intérieur pour fermer l'axe, et surtout pour créer une forme d'entonnoir où le milieu lyonnais n'arrêtait pas de venir buter sur le milieu nantais, et ce que disait Le Penant, à ce moment-là, il récupérait beaucoup de ballons, et en fait Lyon n'était pas dangereux. Il y avait une volonté de les contenir et c'était plutôt bien réussi. Mais c'est moi j'ai posé la question à Castro après sur cette évolution tactique. Alors après, à voir ce que ça va donner sur les autres matchs, mais lui il s'est vraiment adapté pour le coup à l'équipe de Lyon. Comme dit Jean-Marcel, c'est une équipe qui joue énormément dans l'axe. Il savait, avec Tolisso qui est très libre au milieu, pour créer des décalages, et comme disait Jean-Marcel, c'était vraiment le but de créer un entonnoir et d'étirer vraiment toute la défense à 5 derrière. Est-ce que ça veut dire qu'il est un peu en train de se renier ? On peut se poser la question, parce que moi je me souviens de Vincent Sassou qui me racontait, l'ancien Nantais qui a joué à Dunkerque, donc sous les ordres de Castro. Il me disait que c'était très très rare qu'il change de système et qu'il s'adapte à un adversaire. Il l'avait fait en coupe, je crois, contre le PSG, où Dunkerque avait mené 2-0. Oui, de ce qu'on m'a dit, c'est qu'à la Genelière, il commençait à avoir un peu la pression sur le côté, joue un peu plus direct, quoi. C'est possible qu'on lui ait fait passer des messages. Le message, arrête de jouer à la baballe, quoi. Après, c'est vrai que j'ai la direction, le fameux Devant de Valdemar, ça fait 20 ans qu'il demande à ce moment. Moi, je trouve se renier, s'il se renie, c'est en tous les cas dans l'ambition. On n'a pas parlé de se renier, on a parlé d'évoluer, Jean-Marcel. J'ai dit se renier, mais c'est plus s'adapter. Je pose la question, j'ai pas dit qu'il est. Se renier, s'il doit se renier, c'est plus sur l'ambition de départ, où il souhaitait une équipe dominante. C'est pour ça que l'année dernière à Dunkerque, il change rien parce que son équipe est dominante. Là, son équipe n'arrive pas à dominer, donc il est bien obligé, même s'il pouvait le faire, parce qu'il faut pas oublier que tu peux avoir une équipe dominante, mais tu es obligé de t'adapter quand même à la réalité de l'adversaire. Tu joues pas de la même manière contre le PSG que contre le FC Metz ou Lens, et donc il est obligé de s'adapter à la réalité de l'adversaire. Là, il a peut-être
plus fortement, en tous les cas, il s'est peut-être Ouais. plus fortement adapté Il est aux pas- caractéristiques de Lyon. Il n'est pas aussi notamment. dogmatique que ce qu'on pensait, Jean-Marcel. On s'était dit, il bougera Bah, jamais. ouais, C'est ce qu'il a il défendu. C'est ce il qu'il va a mourir défendu. avec ses C'est idées. ce qu'il a défendu vendredi en conf en disant déjà, il dit regardez bien sur certains matchs en fonction du positionnement de la sentinelle ou du positionnement de mes milieux à l'intérieur, voire des latéraux jusqu'où ils montent. Vous verrez que je m'adapte aussi à la réalité adverse. Et puis je pense aussi, il l'a dit en substance pendant toute sa conférence de presse d'avant-match où il y a eu beaucoup de choses. Effectivement, où il dit je vais pas me renier, et d'un autre côté, pendant toute sa conférence de presse, il dit aussi je dois m'adapter en gros aux joueurs que j'ai. En gros, il a des consignes de dire quand ils font des retours vidéo, il faut donner le ballon à une touche de balle dans cet espace. Et en fait, quand il fait les retours vidéo, il voit que les joueurs sont pas capables de faire ça. Et El Arabi, en plus, l'a dit lui-même en conf de presse derrière. Et il dit en fait, le coach a adapté sa communication parce que en gros, on comprenait pas vraiment ce qu'il voulait nous demander. Donc c'est quand même un souci aussi, Il y a un je souci de l'évoquais, joueur, de il y a un limitation souci de joueur. technique des joueurs. Sur cette première période, et puis on va avancer après dans ce match, Le Penant qui a aimé avant le rouge ce qu'a produit le FC Nantes. Avant ce fait de jeu, pas vraiment grand chose à nous reprocher, première mi-temps. Je trouve qu'on a respecté le plan de jeu, on a été solide, ils n'ont pas grand chose en première. On a nos occasions à nous. Je pense que là, voilà, on a 2-3 occasions, on doit les mettre, là on doit être un peu plus tueur. Mais non, en première, je pense qu'on n'a pas grand chose à nous reprocher. Forcément, le rouge, il nous pénalise. On a quand même quelque chose à leur reprocher, c'est l'inefficacité, parce qu'il y a quand même quelques occasions. Mais, et en une phrase, là on a dit ils sont adaptés à Lyon, ils ont été solides, ils ont eu un jeu plus direct, mais c'était pas non plus, c'est pas. Mais bien sûr, ils ont pas marché sur Lyon, mais on essaye de trouver un petit rayon de soleil, David. On va parler après du marasme. J'ai trouvé que c'était un peu plus positif, en tout cas, c'était plus cohérent. Oui. Ça tenait la route. Ça tenait la route. Et en plus, on l'avait dit avant, c'est une équipe qui a eu beaucoup de mal face à des adversaires de son championnat où elle devait faire le jeu et on a vu qu'elle n'en était pas capable. Là, effectivement, on l'a dit tout à l'heure en début de podcast, c'était à Lyon, qui est quand même une bonne équipe du championnat, et ils fêtaient leurs 75 ans, donc ils ont entamé le match pied au plancher. C'est une équipe qui a plutôt la possession, donc forcément pour Nantes c'était un peu plus facile de jouer la défense et les transitions. Que pour être transparent, c'est très très rare que je te lise, c'est peut-être d'ailleurs la première fois. J'ai trouvé que tu étais assez dithyrambique avec le FC Nantes sur la première période. Moi j'ai pas dithyrambique, moi j'essaie de voir un peu positif. Le terme cohérent, je l'entends, mais Nantes a fait jeu égal avec l'Olympique Lyonnais. J'ai trouvé que tu t'emballais, mais c'est les émotions. T'as du mal à les maîtriser, tes émotions. Mais je sais aussi que toi, tu me lis pas parce que tu comprends pas, parce qu'il y a des. Il y a des trucs que je comprends pas toujours. C'est surtout ton analyse que j'ai du mal à non, mais je mettrai le doute ta bite dans mon prochain article et ça sera dédicace pour toi. En tout cas, pour empêcher David parce qu'il dit pas, il est pas très intéressant. Rapidement, je redonne la parole après. Jean-Marcel, vas-y. En tous les cas, Nantes n'a pas rivalisé avec Lyon sur cette première période-là, mais en tous les cas, le FC Nantes, dans la situation où il était, c'est-à-dire un patient bien atteint sous perfusion, je trouve qu'il a réussi à exister, à tenir tête à l'OL. C'est vrai. Voilà. Mais on a pendant 40 minutes. Jusqu'à la 45e, parce qu'il y a l'occasion de Koza, on en reparlera peut-être aussi sur un décalage de Mathis Sabine, jusqu'à la première période. En tous les cas, ce FC Nantes-là, moi, je l'ai trouvé plutôt encourageant dans ce qu'il a réalisé, dans les situations dans lesquelles il était. Un jeu de contre avec des opportunités. Peu de situations non plus. Et nos confrères de l'OL disaient que Lyon faisait pas un bon match, mais peut-être que Lyon ne faisait pas non plus un bon match parce que Nantes les bloquait bien. Aussi. Mais c'est vrai que on revient 3 mois en arrière ou 4 mois en arrière avec ce jeu de possession qu'on a pu nous vendre, ce jeu. Non, mais si. J'ai trouvé ça plus cohérent. Et on est à 14 ou 15 journées et pour l'instant, on a encore du mal à déterminer quel visage a cette équipe. Mais attends, il est en train de changer de visage. David, on a passé tout le podcast la semaine dernière à dire. On va pas reparler de ça. Non, mais toute la semaine dernière, on a dit c'est une équipe, on nous a vendu un projet de jeu, on l'a pas. Mais on n'a pas les joueurs pour. On va pas revenir sur cet effectif qui est d'une faiblesse accablante. Mais derrière, tu vas pas dire on voit pas où est le projet. Là, il s'adapte un tout petit peu à la réalité d'un Nantes qui est quasiment relégable, qui est barragiste, qui peut être dernier le week-end prochain, à qui il manque du monde et qui a des joueurs qui sont nuls en fait. J'en parlais avec un salarié tout à l'heure. Finalement, l'un des meilleurs matchs de Nantes sur le fond, c'est peut-être Strasbourg, le match à Strasbourg. Oui. Et c'est vrai que je regardais la composition d'équipe. Ce jour-là, il y avait un milieu de terrain composé de Coquelin, qu'on a quasiment pas revu depuis, Leroux, qu'on a peu vu finalement au milieu de terrain, qui est blessé maintenant, et Le Penant. Des joueurs
plutôt fin techniquement, plutôt intelligent dans le jeu. Et c'est vrai que il y a un vrai souci au milieu. Il y a un vrai souci au milieu de terrain. Hein. Et je pense que pendant le mercato, ils vont faire un gros effort sur le milieu de terrain. De toute façon, ils n'ont pas le choix. On reprend le fil de ce match et le déroulement jusqu'à ce carton rouge de Mwanga. Le FC Nantes. Pour terminer sur le jeu direct, le FC Nantes s'est procuré des opportunités qui n'ont pas été conclues par Mathis Ablin et Koza. Cette inefficacité, elle est pénalisante quand même. Ça, c'est pas une nouveauté. Et Ablin, c'est la seule gâchette offensive. Je parlais du petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. C'est le seul qui peut te marquer un but. Oui, jamais un latéral va venir marquer, jamais un milieu va venir marquer dans cette équipe. Oui. Donc c'est Ablin ou rien. Oui, mais de toute façon, t'as aucun joueur qui a plus de 2 buts dans cette équipe. Oui. Donc c'est même pas. Koza, il a le droit de mettre une mine dans la lucarne à un moment, tu vois. Non, mais t'as une équipe qui est paradoxale parce que on disait aussi qu'elle était aussi très efficace parce que si tu prends ton ratio but marqué, tir cadré, t'es pas si mal. C'est juste que tu tires pas, tu cadres pas. Enfin, t'as peu d'occasions. Et là encore, t'as des situations. Ablin, il en a quelques-unes, mais c'est un peu, encore une fois, il faut qu'il sorte un but venu d'ailleurs. Je crois en deuxième mi-temps, à un moment, il fait contrôle poitrine, il essaie de reprendre de volée en lucarne opposée. Sur la première occasion, c'est un centre de l'ado, il doit la reprendre de volée de l'entrée de la surface. Enfin, ouais, je pense qu'il joue mal. Non, oui, mais il peut faire autre chose. Je trouve qu'il se précipite, il a autre chose à faire. L'espace est quand même bien ouvert. Autant la deuxième action où il est vraiment excentré, en plus il est au duel, donc il est un peu en déséquilibre. Mais il peut cadrer, il y a des attaquants qui cadrent à ce moment-là. Il peut cadrer, mais il est vraiment, il met la puissance, mais on sent qu'en déséquilibre, forcément, il maîtrise pas en tous les cas le cadre. Sur la première, il peut pas lober, Jean-Marcel, il peut tenter autre chose. Je sais pas, mais moi je trouve qu'il y avait autre chose à faire en tous les cas. Je trouve qu'il a, pour le coup, il a pas eu le geste juste. Sur cette occasion-là. Sur le reste du match, on va revenir sur le fait de match, l'expulsion dans un instant, mais sur la suite du match, Nantes est à 10, ensuite. Et alors là, c'est l'équipe qui est trop fragile, qui est trop fébrile. Bon. Le moindre fait de match, c'est terminé. On s'est tous dit que c'était fini. À 10 contre 11. Et c'est ce qui s'est passé en deuxième. Cette équipe est trop faible pour affronter 11 Lyonnais qui étaient dans une soirée moyenne, les confrères l'ont dit. C'est là où il y a un peu de déception quand même, je trouve. Ça finit à 3-0 quand même. Non mais puis ça peut être plus parce que t'as Amiens qui fait un sauvetage incroyable devant Tolisso dans les 6 mètres. T'as un paquet d'occasions quand même pour Lyon. Lopez qui sort encore des miracles, même jusque dans les arrêts de jeu avec un double arrêt. En fait, c'est ça qui est un peu décevant, c'est qu'en fait, une fois à 10, moi, quand il y a eu l'expulsion, je me suis dit, il y a 2 options. Soit tu sombres, soit quelque part, ça peut être fondateur de te dire, t'as cet élément contraire contre toi et tu vas être plus solide. L'esprit de révolte. Et voilà, l'esprit de révolte. Et tu peux peut-être faire quelque chose et être avoir le début de quelque chose. Sauf qu'en fait, tu prends l'ouverture du score à la 51e et derrière, t'es acculé dans tes 16 mètres et c'est très compliqué, ouais. Elle dégage rien cette équipe en fait. En deuxième période. Je trouve qu'elle a rien dégagé. Mais je parlais de manque de leadership, de caractère. Ils sont les patrons. C'est vrai qu'à 10. Ouais, mais ça pour en avoir discuté avec un ancien coach du FC Nantes, et j'ai trouvé son analyse très juste, qui disait que le manque de caractère de cette équipe-là ou de personnalité, je pense qu'on l'entend. Tu parles à Antoine, toi. Camboiré. Ouais, je pense qu'on l'entend depuis Sergio Conceição et on faisait le même constat. Non, il y a des joueurs qui ont de la personnalité. Mais rappelez-vous à l'époque d'Antoine Camboiré, d'Antoine Camboiré, on disait que cette équipe-là elle manquait de personnalité, elle était dans des moments clés, on la sentait pas, elle manquait de caractère. Où est le leadership? Voilà, on prend les noms des joueurs. Ouais, mais je trouve que c'est un problème plus vaste que le coach. Je pense que c'est un problème aussi d'ambiance et d'atmosphère de travail à la Jonelière, tout simplement. C'est-à-dire de structuration de l'équipe qui est pas spécialement où il y a une forme de routine qui est pas spécialement tournée vers la performance de haut niveau. C'est compliqué de t'emmener, voilà. Il n'y a pas de leader à la Jonelière, il n'y a pas de direction à la Jonelière non plus, donc c'est la même chose. La direction, il n'y a pas de directeur sportif, il y a juste le coach et ses joueurs, il y a une forme de vie, tout le monde dit que tout vit bien, oui, ça vit bien, mais il n'y a pas d'électrochoc en tous les cas, dans un tas de petites choses qui peuvent nous sembler être du détail, mais qui au quotidien participent en tous les cas à créer une condition et un climat tourné vers la performance. C'est aussi que ton objectif chaque saison, c'est le maintien. Donc, oui, mais non, tu veux jouer la 12-13e place. Non, mais il parle t'en sortir. De comment organiser le maintien et puis oui, mais ce que je veux dire, non, mais je rejoins ce que tu dis en fait. Je veux dire qu'en fait, l'objectif n'est pas obligé d'imposer ta saison. Oui, mais quand tu parles d'exigence de compétition, tu as l'exigence déjà de rester une saison de plus en Ligue 1. En fait, ça part de là déjà au départ. Je trouve. Oui, mais cette exigence-là, elle suppose quand même un minimum de travail. Et en tous les cas, ce travail-là, je trouve qu'il n'est pas spécialement, en tous les cas, dans le climat à la Jonelière.
Intéressant, propice. ce regard sur la jaunelière qui peut expliquer en partie la performance. On a dit que Nantes n'était pas capable à 10. Voilà, cette équipe, cet effectif, ce groupe, on savait qu'il allait perdre. Au-delà qu'il soit pas capable, Bah, on savait, Jean-Marcel, franchement. Tu sais pas ce que je vais dire ? Non, mais je dis on savait à 10 contre 11 que c'était terminé. Ouais, et je trouve qu'on ne sait pas non plus là-dessus. Luis Castro, même s'il fait des changements rapides par rapport à d'habitude, je trouve qu'il ne s'est pas donné non plus les armes, en tous les cas, pour réagir à cette il change rien en fait. Il change rien. Il n'avait rien changé contre Lorient à la mi-temps déjà. On savait que ce qui était important, on l'a vu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a densifié le milieu de terrain. Et il a laissé Kwon en défense centrale, alors que ce qui était important, c'était de continuer de bloquer le milieu de terrain pour empêcher les Lyonnais d'arriver en vague dans ta surface. Et Kwon, face à la mobilité, il ne sert à rien, mais strictement à rien. Et donc, j'ai pas compris pourquoi, là, à ce moment-là, pour moi, c'était Kwon qu'il fallait sortir et remettre un milieu, qui court, quoi. Qui fasse du pressing, qui soit du box-to-box. sur du cadrage de joueurs pour empêcher des passes. Après, box-to-box à Nantes, c'est ton box à toi. Le two-box, il est... on va en parler de Duff tout à l'heure. Il a fait un petit box-to-box, il a même marqué un but dans ce registre-là. Messieurs, le fait de jeu, c'est donc, et qui a modifié le visage de cette rencontre-là, l'expulsion de Mwanga. On va écouter tout de suite la réaction du président Kita. Non, on en dit un mot d'abord, comme vous voulez. Non, vas-y, j'ai hâte. Valdemar au micro, à l'issue de la rencontre, après cette expulsion. Je pense que l'arbitrage a déséquilibré le match. Je pense que l'arbitre manque de personnalité. Je crois qu'aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord qu'il faut aller voir la VAR. Mais au dernier mot, je crois la dernière décision, c'est l'arbitre qui appartient. Donc si l'arbitre maintenant, il fait la navette, il fait kangourou, une fois oui, une fois non, ça pose quand même un problème de personnalité et de formation. Voilà. Donc je suis désolé, je ne suis pas le seul qui commence à avoir, je dirais, certaines remarques qui ne sont pas forcément très gentilles pour les arbitrages, mais il y a un problème, on ne comprend pas. Il était en colère, Valdemar Kita, il a parlé longuement, on écoutera un autre extrait tout à l'heure. Il fait un peu comme toi, David, à propos de l'encéphalogramme plat et de la Ligue 2. Il fait kangourou, une fois oui, une fois non. Voilà. Vous connaissiez pas une fois non même. Je le garde. Jean-Claude Van Damme. Moi, vous connaissez le cri du kangourou? J'ai des jingles dans tous les sens. C'est important de la culture générale. Vas-y, David. Il tousse. Il a tout. Ouais. Jean-Marcel, ça lui arrive régulièrement. Je suis très kangourou. C'est très kangourou. Pab, je te donne la parole. Sur ce fait de jeu, franchement, pour moi, je l'ai mis sur X. Enfin, j'étais agacé parce que je savais que le match était plié et que dans la réflexion d'un arbitre, il y a l'intentionnalité. C'est pas déterminant, mais quand même, on voit que Mwanga, il se retourne, il voit pas ce qu'il fait. Il y a un joueur en face qui baisse le corps. Et puis, dans l'histoire de ce match, il n'y a pas de violence dans ce match. Les Lyonnais réclament rien. L'histoire de ce match, c'est un jaune et on continue, quoi. Jeu légèrement dangereux, attention, mais pas rouge. Mais non, mais du stade, on était un peu consternés avec Jean-Marcel. Tu vois l'action, en plus, au départ, il met jaune. Moi, je trouve, tu mets jaune, tu passes à autre chose et d'un seul coup, il est appelé. Non mais par la VAR. La VAR en image par image, finalement, si t'arrêtes l'image. Non mais tu peux te dire, nous à Lyon particulièrement, t'es très haut. Alors tu peux te dire, j'ai peut-être pas vu la violence du choc, incroyable. Mais même à Debourg, il se roule pas par terre pendant 107 ans avec les médecins qui viennent le voir. Enfin, et l'arbitre va voir les images. Et quand on revoit les images avec Jean-Marcel, on se dit il n'y a pas grand chose quoi. Enfin, c'est mort. C'est mauvais signe. C'est mort si la VAR l'a appelé. Si le VAR l'appelle, ça veut dire qu'ils estiment qu'il y a une erreur manifeste. Mais quand tu revois les images, ce que je veux dire, c'est quand tu vois les images. Moi, je trouve que ça justifie le fait de ne pas mettre de rouge. Je ne comprends pas comment, en voyant ces images-là, tu mets rouge. Mais parce que c'est pas ça qui joue. Il est derrière. Il lève le pied, Ladebourg, il a la tête au niveau de ses genoux. Enfin. Pab, dans la logique, dans la mécanique, la VAR appelle l'arbitre. Donc l'arbitre. L'arbitre, il a le droit de dire, pour moi, c'est jaune. Mais non, parce qu'il a des confrères qui lui disent, nous, on a pris le temps de regarder les images, on n'est pas d'accord avec toi. Donc il faut qu'il déjuge les mecs de la VAR. Mais t'as aussi des gens de la VAR qui disent, c'est haut, mais ça glisse. Hein. Ouais, qui disent n'importe quoi. Sur des boîtes, en l'occurrence, sur le tibia. C'était trop compliqué pour lui de déjuger ceux de la VAR, alors que sur l'image arrêtée, c'est un peu dangereux. On déjuge David tout le temps, pourtant il a une grande influence. C'est vrai, il n'est pas dans la VAR. Jean-Marcel, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? Il y a ce contexte-là, effectivement, qui je trouve qui libère pas les arbitres dans leur prise de décision. Enfin, il y a un rapport un peu. Il y a un rapport de force, ils sont notés. Ils sont notés, mais ils ne sont pas sanctionnés, par contre. Oui, non, mais c'est un vrai problème. Et après, il y a en revoyant l'image, c'est vrai qu'il y a le fait que la façon dont le pied de Mwanga retombe sur l'épaule d'Atteber, c'est vrai mais s'il est en bout de course, il n'a pas autre chose, il peut pas faire autrement, mais il y a le sentiment d'avoir un peu qu'il le laisse traîner. Non, pas du tout.
Non, mais regarde la façon dont son pied retombe et heurte. Il peut pas faire mettre une petite trace sur le torse. Il peut pas faire autrement. Il est en extension. Il peut voilà. Et après, c'est surtout qu'il n'y a pas d'intentionnalité pour moi dans la zone où il se trouve. Il joue le ballon sans voir qu'il y a un défenseur. Ça me fait rappeler, toute proportion gardée, à la faute d'Harit lors d'un PSG qui avait modifié bien sûr, la chose. Et c'est vrai que où le président du FC Nantes n'a pas complètement tort, c'est que ça arrive dans un contexte où il y a la faute la veille de Camara sur Chevalier dans le match Monaco-PSG, où effectivement Chevalier est tout heureux d'avoir conservé sa jambe dans ce choc-là, et Camara a pris un jaune, donc on a le sentiment qu'il y a 2 poids 2 mesures selon la direction nationale de l'arbitrage a dit que M. s'était trompé. Voilà, on attend de voir ce qu'elle va dire sur cette action. C'est Nantes. Non, puis en plus, comme la VAR a décidé que l'expulsion est vraiment sévère sur ce coup-là. Effectivement, elle change. On est 2 minutes avant la pause et elle change. Là, pour le coup, Mwanga, il voit pas son adversaire arriver. Donc, et moi, je pense qu'il était temps que la direction, donc du coup, Valdemar Kita, s'exprime, prenne la parole parce que ça fait quand même. C'est vrai qu'il y a eu. Non, alors ça, je crois pas. Il y a eu 2 fois. Je trouve qu'il faut le faire. Il y a un moment, il faut peut-être le faire. Il y a beaucoup de clubs qui ne s'en privent pas. Je vois pas pourquoi le FC Nantes ne le ferait pas. Ça change quoi? Moi, j'en ai marre d'entendre l'étang venir chouiner à chaque fois que Lille est désavantagé. C'est quand même Valdemar Kita qui a enfoncé Longoria par des propos qui étaient très déplacés à l'époque. Mais c'était pas les mêmes propos. Là, il visait exactement la même chose. Il visait exactement la même chose. Donc, en gros, il parlait de corruption, je te rappelle. Oui, il visait Longoria. Valdemar Kita parle pas de corruption. Regarde les propos l'autre jour d'Olivier Létang qui sont aussi scandaleux. Donc, Kita, il parle de les propos de Kita, attends, parce que la phrase la plus choquante, c'est qu'il est quasiment menaçant. Il dit en gros, la Ligue, c'est on paye. On paye, on n'a rien, on n'a pas de retour. Ouais. Donc il menace quasiment. C'est 20 millions d'euros. C'est 20 millions d'euros de budget à peu près, je crois, à l'aide de la Ligue aux arbitres. Et il laisse entendre tous nos recettes ont diminué, les droits télé, les clubs, et eux n'ont pas fait d'efforts. Il y a un propos leur salaire n'a pas diminué. Je vois pas en quoi c'est une menace. C'est pas une menace. C'est pas une menace pour les arbitres. Indirectement, si. La punchline, elle est là, je l'ai gardée en jingle, messieurs. On n'a que à se fermer, payer et de rien dire. Voilà. On n'a que à se fermer, payer et ne rien dire. Je sais pas trop ce qu'il veut dire en fait. Si tu coupes encore de la séquence, il dit oui, il faudra peut-être qu'il y a plusieurs présidents qui le disent, on devra peut-être aller vers une évolution là-dessus. Il laisse entendre en gros, si à l'arbitrage vous prenez pas vos responsabilités, nous à la Ligue on a la main sur le portefeuille, on peut très bien le baisser. J'aurais aimé qu'ils disent c'est du amateurisme. Il l'a dit. On n'a pas pu tout garder sur 5 minutes. C'est pas professionnel. D'ailleurs on a refait quasiment tous les jingles là. Ah bah là j'en ai plein là. Ouais, c'est bien. Il faut kangourou. Attends, j'en ai un autre sur le kangourou, parce qu'il y a 2 kangourous quand même, il y a 2 citations du kangourou. On y va. Mais on peut pas être kangourou, sauter. Ça suffit, quoi. Voilà. On reste sur l'arbitrage, parce qu'on reparlera du pourquoi Valdemar intervient maintenant. Est-ce qu'il est un peu flippé tout à l'heure? Je revenais juste sur une phrase, pour une fois pas très inintéressante, de David, qui dit qu'en fait les arbitres sont pas sanctionnés quand ils font des erreurs, donc en fait là on dit Turpin ils sont notés et rétrogradés à la fin de la saison. Il y a des relégations en fin de saison. Turpin il va avoir un match de suspension pour son erreur. Non, ça peut arriver. Ah oui, mais pas Turpin. Ils sont sanctionnés, mais c'est opaque. Et c'est pour ça. Non, mais sonorisons les arbitres. Voilà. Et on entendra l'interprétation et de l'arbitre central. Et l'interpellation du VAR, en l'occurrence, de ce qu'a dit le VAR à l'arbitre de cette rencontre-là. On a envie de savoir. Et puis c'est agaçant, on en a peut-être parlé la semaine dernière, mais les arbitres n'ont pas le droit de parler s'ils n'ont pas d'autorisation. Ils n'ont pas le droit de parler qui s'explique au moins. On a demandé à M. Buquet, après Nantes-Lorient, de nous expliquer pourquoi il considérait... Vous voyez, le consultant qu'on avait la semaine dernière, Sébastien Denis, était sur Télé Nantes hier soir. Il était plutôt d'accord. Il a du boulot en ce moment, lui. Il était plutôt d'accord avec la décision. Oui, mais il est d'accord avec tout. Ils soutiennent tous. Non, mais c'est vrai, j'ai jamais entendu des juger un de ses confrères. Comme si tu l'écoutais souvent. J'ai jamais entendu des juger un de ses confrères sur le moment clé. C'est pas. Il y a des arbitres qui prennent plus de distance. Il nous a dit la semaine dernière, Jean-Marcel, que l'attitude de Lopez pouvait être considérée comme faisant action de jeu. Mais il comprend que son évidemment, il va pas tirer. Mais ça a quand même des. Ça a quand même des conséquences. Castro l'a tout de suite dit après le match. Il dit ça nous plombe ce match-là évidemment, mais ça plombe aussi le match contre Lens parce que mon gars il est suspendu au moins un match, voire 2. Et en fait t'as déjà plein d'absents au milieu de terrain. T'as Coquelin, l'Euro blessé, dans une équipe qui se cherche. Manga, c'est un des joueurs qui t'équilibre au milieu.
il a quoi comme solution? Il va relancer Onk qu'on n'a pas vu depuis des lustres? Moi, j'aurais voulu voir aussi une deuxième période avec ces Canaries qui avaient montré quelque chose en première mi-temps. Ça a changé un peu. J'aurais aimé avoir la suite de l'histoire, qu'elle soit pas gâchée. En fait, David ne m'a pas lu hier, mais si, j'ai trouvé que tu t'étais d'ailleurs, c'était moins élogieux. Bah oui, mais en fait, ce que je disais, c'est qu'en fait, tu peux pas finalement juger ce match parce qu'en fait, il s'arrête à la 45e. Donc en fait, tu tires des enseignements sur les 43 premières minutes. Mais ça veut dire que t'es incapable de rien aussi. Non, mais on a vu des équipes à 10 contre 11 se sortir les doigts, si je puis dire. Ça va. Je te parle au niveau. Et au bout de 6 minutes, il y avait déjà un but pour Lyon. Non, tout mais le monde le voyait venir. Non, mais David, ce que je dis, c'est qu'en fait, ce rouge-là, et on va en parler. De toute façon, on focalise. Regarde, ça fait 10 minutes qu'on en parle. Tu focalises sur l'expulsion qui change tout. Et du coup, tu détournes le regard du reste du match, en fait. Oui. C'est pour ça qu'on va arrêter d'en parler. On va en parler dans cette deuxième partie. Simon Rengoat, It West. David Filippo, Ouest France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Un homme dans le match et plusieurs même, des anciens qui flanchent, notamment un jeune qui brille, un coach en sursis et un patron toujours aussi farfelu. Tu parles trop. Les VRP, ça t'a manque ça. Non. Les vents passent. Tu n'écoutes plus personne. La rue qui est à nous. Oui. Personne ne t'écoute. Antonio Saltimbanque. La rue qui est à nous, tu parles trop, il prend désormais si peu souvent la parole, Valdemar Kita, et pourtant au bout de 30 secondes de charabia, on se dit déjà qu'il parle trop, étonnant paradoxe que nous analyserons ensemble, non plus sur le fond, l'arbitrage cette fois, mais sur ce que ça dit, Jean-Marcel, de la panique à bord dans la tête de WK. Est-ce qu'on peut faire une toute petite parenthèse, parce que sur la vidéo, moi j'ai adoré voir notre ami l'attaché de presse derrière qui tournait autour de lui, qui essayait de lui parler l'oreille, qui essayait de lui dire et en fait il sait qu'il peut pas, mais il a envie. Mais bien sûr. C'est un moment très difficile. Et à un moment, il vient lui parler dans le Oui, parce que la question qui était redoutée quand Valdemar s'avance, c'était au fait, Luis Castro, ça se passe comment? Et je crois que c'est toi qui la pose, non? Bah, je lui demande, s'il est pas au-delà de l'arbitrage, s'il est pas inquiet actuellement du comportement de son équipe et du jeu pratiqué par son équipe. Et bon, il a dit, on verra plus tard. Il a dit non, on verra plus tard. Voilà. Bah, il est venu pour grogner sur l'arbitrage. Bien énervé, j'ai espéré. Fallait le glisser. Tu as essayé. On t'a coupé, tu n'as peut-être pas fini. Très bien. Donc sur Valdemar et ce qui se passe dans sa tête, on se garde ça pour tout à l'heure. Avant ça, sur ce match, on retient quoi de la prestation des grognards, notamment à Oisiem et Amiens, qui ont été trop tendres pour moi à plusieurs reprises défensivement. C'est dur de cibler comme ça Amiens, je trouve. Bah, il est impliqué sur le premier et le troisième. On va discuter tous les deux là. Non, mais il est impliqué. Mais on va en reparler après aussi sur l'attitude à l'entraînement, mais il est impliqué là sur le premier et sur le troisième, par exemple. Oui, comme toute la défense. En fait, le truc d'Amiens, c'est que Lyon a attaqué essentiellement à droite en première mi-temps, donc il a été plutôt tranquille. C'était pas de son côté. Oui, il est débordé, notamment je crois que c'est sur le troisième but. Après, c'est un peu toute la défense, hein, la charnière centrale. Tu parles d'Awaziem, on trouvait avec Jean-Marcel que Tati, il a été en grande difficulté, et même en première période en fait. Faut le dire aussi. Enfin, dans les duels, il a été pris par Sulk là. Dans les relances, c'était compliqué. À Oisiem, il n'a pas été au top non plus. C'est toute la défense. Hein. J'attends autre chose de grognards comme à Oisiem ou comme, c'est pour ça que je les appelle comme ça, ou comme Amiens, que d'un Tillel Tati. Sur ce genre de match, ce genre d'ambiance, ce genre d'opposition. C'est pour ça que je les mets en avant. Mais vous n'avez peut-être pas la même lecture. Quelle note avez-vous mis à ces défenseurs? C'est une défense qui est acculée aussi en deuxième mi-temps. Alors, ça prend le partout. Vous mettez quoi comme note à Amiens? Jean-Marcel, tu as mis combien? Amiens, Oisiem 3, je crois. 3. Tu mets 4. Parce que on en a laissé 4 à Oisiem. Qui a quand même été un peu moins pire que les autres, je trouve. Sur la première période, il est bon à Oisiem. Il est plutôt bon. Il est plutôt très bon après. Sur les buts, il est pris. Cool, voilà, sur les buts, il est pris, Sur cette défense, mais ok. Par contre, Amiens est bon sur la première période aussi. Oui. Oui, mais c'est 90 minutes, les amis. Et puis il fait un sauvetage, etc. Mais je trouve que c'est dur. Autant j'ai suffisamment dit que je trouve que c'est un problème quelque part d'avoir Amiens en capitaine de cette équipe quand on parle de caractère, bien sûr, de volonté pour emmener les autres au-delà de la qualité du footballeur. C'est un caractère qui est plus discret qu'Elvin Amiens. Mais là, sur ce match-là, je trouve difficile de le pointer lui particulièrement du doigt. Sur la question du leadership, ça m'intéresse ce que tu dis parce que quand Mwanga et il y a cette situation de VAR, il y a plein de clubs, où il y a plein d'équipes où ça se passerait autrement avec l'arbitre en termes de pression autour de ce qui vient de se passer. Et c'est assez tranquille, quoi. Mais t'as pas de... Il y a Lopez quand même. Il y a Lopez, mais il est obligé de faire 40 mètres. Il est à l'autre bout du terrain. Et sur le terrain, c'était gentil. Mwanga, il est gentil. Mwanga, il se fait expulser, il est gentil. Enfin, tu vois. T'as pas un Douglas, quoi.
Voilà, il y a pas. Manque beaucoup aujourd'hui. Bah oui, un Pedro, ça va faire ça. Hein. Pedro Chirivella, ça va faire ça. Et là, t'as rien. Et en plus, t'as quand même aussi les consignes aujourd'hui, qui sont les consignes de cette saison. D'où l'importance du capitaine. Que le capitaine qui peut parler à l'arbitre. C'est vrai. Si t'as un autre joueur qui vient, regarde Lopez, qui s'est énervé après le but de Lorient dimanche dernier, il prend un jaune. Parce que tu n'as pas le droit aujourd'hui de parler à l'arbitre. Mais il faut que ton capitaine, dans ce cas, il soit au taquet. On ne va pas parler de Valdemar Kita. Non, c'est après, là, on parle des joueurs. Là, on fait les hommes dans le match. À Oisem-Amiens, on a un peu balayé. Vous avez exprimé pourquoi. Duff, une entrée sans complexe. Je l'ai relevé aussi parce que, alors, Chéroux, au commentaire, nous on était devant notre télé avec David, il a été dithyrambique. Non, chacun chez soi, figure-toi. On s'y est retrouvé après. Dithyrambique avec l'ami Duff. Est-ce que vous avez été impressionné aussi par ce but refusé et puis plus globalement ce qu'il a pu apporter Son but, déjà, tu vois la volonté de projection pour un milieu défensif. On a suffisamment parlé de Kwon qui est resté cantonné dans son rôle. Là, tu as une vraie projection vers l'avant, un vrai impact physique. Facilité d'élimination aussi avec ses grandes jambes. C'est fort. Mais Jean-Marcel le connaît bien, il va nous en parler. Mais moi, c'est ce qui m'impressionne chez lui, les rares fois où je l'ai vu. Je trouve qu'avec ses compas là, je trouve qu'il va vite. Souvent les joueurs comme ça sont pas hyper rapides, ils mettent du temps à se mettre en route. Et là, je trouve qu'il va vite quoi. Et il prend de vitesse très facilement, je trouve. C'est celui qui a marqué des points, David. C'est celui qui a marqué des points sur ce match-là. Peut-être celui qui sera titulaire samedi. C'est celui qui a marqué des points. C'est celui qu'on attendait le moins en tous les cas dans les jeunes, même s'il était pressenti en tous les cas pour avoir quelques temps de jeu cette saison en Ligue 1, c'était déjà lui qui rentre dans le groupe pro et qui soit assidu aux entraînements et qui se confronte à une nouvelle charge et à une nouvelle exigence. Je trouve que pour une fois, je l'ai trouvé plus libéré que sur ses premières prestations avec le FC Nantes. C'est quelqu'un aussi qui parfois peut tendance à se laisser emporter par le jeu et donc à lâcher des espaces et à mettre parfois ses partenaires aussi en difficulté. Donc je pense qu'il y avait aussi une volonté peut-être de sa part au départ de trouver son rythme. Mais là, en tous les cas, il a joué libéré. De toute façon, il est rentré, il n'y avait rien à perdre. Et son but, je trouve, résume tout ce qu'il sait de mieux faire, à savoir une aisance technique, une rapidité d'exécution, comme l'a dit David. C'est vrai que c'est le vrai contraste, mais tous ses formateurs l'ont dit avec lui. C'est ce qui tombe. Et là encore, on le voit alors qu'il est en mouvement et lancé. Mais il est capable, dans des petits périmètres, de sortir du pressing parce qu'il a cette vitesse d'exécution et qu'il a ce sens du jeu. Il a vraiment quelque chose d'exécutant. Et en plus, il a de la puissance. Qualité technique, capacité d'élimination, et il marque. Buteur. Il marque du gauche alors qu'il est droitier. Et c'est vrai que son visage était, je trouve, rafraîchissant parce qu'il lui-même était étonné. Ça fait du bien. Mais je trouve. C'est pareil, alors là on parlera de l'arbitrage, mais c'est quand même assez incroyable que ce but-là soit refusé pour une faute de Johan Le Penant qui datait de Mathusalem. Non, c'est dans l'action. Non, Mathusalem. C'est dans l'action. Oui, c'est ce que je dis. Je trouve incroyable que ce but soit refusé. Puisque l'arbitre revient sur la faute de Johan Le Penant. Oui, mais pour moi c'est logique. Qui a faute de Johan Le Penant? Oui, c'est pas Mathusalem, c'est au début de cette action. C'est lui qui lance l'action, Jean-Marcel. Il a 70 mètres. C'est la règle. C'est un contact, non, parce que l'histoire était belle que le but soit validé, mais Jean-Marcel, non, dans l'autre sens. Il faut savoir le dire, il y a faute. Bah si, Le Penant, il lui écrase le pied, évidemment. Il y a un contact, il protège le ballon en mettant son corps en position. Je sais ce que vont nous dire les supporters, on aimerait que le FC Nantes soit arbitré de la même manière, par exemple sur le coup de coude de Mathis Ablin face à Lorient. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe avant dans l'action à chaque fois. Voilà. Moi, je trouve que c'est Ablin qui fait faute sur Lorient. Ok. Tabibou, autre jeune, même pas convoqué. Alors, c'est quoi le problème avec Tabibou à la Genelière en ce moment? Le coach Luis Castro a durci le ton avec les jeunes, avec Tabibou et Guirassy notamment, des reproches sur leur investissement. En gros, il leur a dit, je vous donne votre chance, vous la saisissez pas, après le marasme lorientais, et il s'en prend un peu plus spécifiquement à certains jeunes qu'au Grognard dont je parlais tout à l'heure. Ces reproches sont relayés par certains joueurs plus expérimentés comme le capitaine Kelvin Amian, Kobza, à Oisem par exemple. Le capitaine qui est impliqué ensuite à l'entraînement sur une petite altercation, mais ça il y en a plein dans tous les clubs et dans toutes les semaines d'entraînement avec Tabibou. Des échanges qui sont tendus entre les deux joueurs et c'est Tabibou qui à l'arrivée paye la note. Il est sanctionné avec cette mise à l'écart du groupe pour Lyon alors qu'il était titulaire face à Lorient et c'est pour ça qu'on a été 8 matchs. 8 matchs de suite, ça nous a fait bizarre de voir sortir du groupe. Surtout que tu passes, regarde, en plus, vu le scénario du match, c'est que tu te passes d'une maîtrise technique. Pour le coup, alors ça profite à Bamet Duff qui, je pense, rentre plus vite que prévu. Oui. Mais dans ce contexte-là, quand tu regardais le banc, t'avais pas beaucoup de milieu de terrain. Il y a tes petits Ziani
qui était là finalement. Sacha, il était sur le oui. banc, il me semble. Oui, il était là, Ziani était mais il est jamais rentré. Il est jamais rentré depuis. Et il y a début de on saison. qu'on voit plus du tout. C'est en tout cas le symptôme d'une certaine tension qui est liée à un manque de résultats et une équipe qui doute et un collectif qui doute avec des anciens. Je parlais de Kozad, Awaziem, qui sont écoutés par le coach pour le coup, et donc Mais c'est le jeune qui Simon, sort. Le problème, il est ciblé depuis cet été. On en a parlé plein de fois ici. Moi, c'est ce qui m'inquiète un peu, c'est que tu donnes les clés du camion à la moitié de l'équipe qui était en U19 il y a pas longtemps. Et le coach le dit à longueur de conférence de presse. Il dit la Ligue 1, il a redit vendredi, tout va plus vite dans la prise de décision, c'est pas que technique ou physique. Parce que Guirassy, on l'a vu en entretien. Tu nous emmènes là-dessus, mais je suis désolé. Non, parce que dans le 11 de départ, il y a qu'un jeune du centre. Hein. Ouais. Non, mais il y a qu'un jeune du centre dans le 11 de départ. Mais depuis le début de la saison, t'as quand même eu Tati, Guirassy, Tabibou. Oui, mais sont-ils les plus en difficulté? Sont-ils les plus en difficulté? Moi, je cautionne pas le discours de c'est à cause des jeunes que tu vois Duff, il y a une hiérarchie qui est établie qui, moi, par exemple, sur Bamed Duff, au-delà de l'affection que j'ai pour ce joueur, je trouve que par rapport à ce qu'apporte Kwon, Duff, je comprends pas pourquoi on insiste forcément sur Kwon alors qu'à jeu égal, et on sent qu'il y a, mais même des fois par rapport à Damien Tabibou, il y a eu parfois on sent que Luis Castro il est prisonnier de sa hiérarchie, on sait déjà les changements qu'il va faire, il fait rentrer en premier tel ou tel joueur et en dernier la 80e Tabibou, Mohamed, et après dans les arrêts de jeu le dernier sur le banc. Et je pense qu'il y a parfois, il peut aussi changer ça pour impacter, et ce joueur-là l'a montré, j'espère qu'il aura plus de temps de jeu, mais il n'est pas non plus contraint de tout le temps faire la même chose. Je ne dis absolument pas le contraire. Tu commences à dire... Je dis juste que sur les jeunes, ce que j'ai déjà dit et ce que je redis là, c'est que tu passes un peu de tout à rien. Tabibou, il a fait, on a dit, 8 matchs de suite. Tati, il joue tous les matchs depuis le début de la saison. À un moment, les gamins, ils ont 17-19 ans, il faut aussi parfois les faire souffler. Tati, à un moment, il s'est blessé. Parfois, il fait des mauvais matchs parce que l'intensité, la répétition des matchs tout le temps... aussi. Je suis complètement... Je suis pas certain que les grognards en question soient légitimes à montrer du doigt les jeunes, c'est ça, c'est ce que je te dis. Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est le problème de ta longueur d'effectif, de ta qualité. Je suis pas sûr qu'il y ait tant de différence entre les jeunes et les plus anciens. Là, on t'a donné des éléments, on n'est pas non plus au quotidien la Genelière, il y a peut-être des attitudes c'est pas ce que aussi. J'ai dit. Non, mais par exemple, Tabibou, parfois on lui a reproché. Bien sûr, on l'a dit ici. Voilà, donc un petit peu nonchalante. Benatab également, par exemple. Donc les anciens ont le droit peut-être de les reprendre de voler s'il n'y a pas. Mais c'est aussi l'exigence, c'est aussi l'exigence du haut niveau pour durer. En fait, moi, je trouve que les jeunes, c'est bien. Il faut leur donner leur chance. On l'a suffisamment dit avec Antoine Combaré qu'il fallait donner la chance aux jeunes. Et c'est très bien qu'ils aient leur chance. Le problème, c'est que d'un seul coup, je trouve cette saison, je prends Tabibou dans un moment, Tati, tu leur donnes les clés, ils sortent plus de l'équipe et il faut parfois les faire un peu souffler. Si les tauliers sont au rendez-vous, ces jeunes, ils s'épanouissent autrement. Mais les tauliers sont pas au rendez-vous, ils n'ont pas de doublure. C'est ce qu'il faut dire d'abord, pas t'es en train de partir sur les jeunes. T'as quelle doublure? Non, mais je dis juste que je trouve que c'est dommage de leur donner peut-être autant de temps de jeu sans qu'ils soufflent. Mais c'est pareil pour toute l'équipe. Amiens n'a pas de doublure, Awaziem n'a pas de doublure, Tati n'a pas de doublure. Enfin voilà, les problèmes ils sont là. Ablin, t'as pas de doublure, ou tes doublures elles sont pas au niveau. En fait. Ouais, je vais donner un exemple qui parlera à Pab. Je pense qu'il sera sensible à ça, mais c'est vrai qu'on m'a raconté que Nicolas Palois, il sort des séances d'entraînement, il est lessivé, système intense, il rentre, il va chercher ses claquettes au vestiaire, il fume une clope et après il va en soins et il sent le tabac. Je sais pas si quelqu'un fait ça à 18 ans, je pense pas qu'on oserait le reprendre. Je suis pas sûr qu'Antoine Camboré accepterait ça. T'as quoi à répondre là? Non, t'as quoi à répondre, toi, l'avocat de Palois là? Je dis que le cadre, il est parfois. Alors, ce qu'on peut le comprendre, plus dur avec les jeunes. On va pas traiter un Anthony Lopez comme un Tilal Tati, mais il y a parfois aussi des fois où il faut aussi recadrer. Mostafa Mohamed, par exemple, il a le droit à pas mal de choses quand même. Non, mais tu lui as cloué le bec. Tu m'as scotché parce qu'on touche aux gouttes comme ça me. Il va prendre 5 minutes pour s'en remettre, le temps de lire notre. Alors, on termine là-dessus. Juste sur les jeunes. C'est pas les jeunes contre les vieux, c'est pas l'idée. Évidemment, mais je pense aussi qu'il y a. Je suis pas formateur ou éducateur. Je pense aussi que pour les jeunes, et ce que disent aussi Stéphane Moreau quand tu discutes avec lui, avec le 19, c'est que tu as aussi besoin aussi de leur mettre la pression aux gamins parce que tu veux qu'ils réussissent
et leur dire que le haut niveau c'est exigence. Effectivement, si tu pars en claquette et que tu fumes ta clope après l'entraînement à 19 ans, je pense que tu vas pas aller loin. Et des joueurs, on l'a vu même à Nantes, des joueurs qui avaient le talent et qui ont pas duré au très haut niveau. C'est une chose d'arriver en Ligue 1 et le plus dur c'est d'y rester. Le sondage du jour apporte des éléments de réponse cette fois sur le coach, et on va parler du coach et du président. Alors, après la défaite à Lyon 3-0, les Canaries sont dans la zone rouge avec 3 points de retard sur le 15e Lorient. Que faire ? 1500 votes. Être patient, 14%. Changer de coach, 4%. Faire un mercato XXL, 50%. Et élever un kangourou, 32%. Donc il y a des gens qui ont de l'humour et, on partage ça avec nos auditeurs. On va enlever le kangourou et on va dire qu'il y a 2 tiers des gens qui ont répondu sérieusement à ce sondage, qui estiment que c'est le mercato et donc la qualité de l'effectif qui pose problème, et absolument pas le coach. Il a la carte. Moi j'ai un confrère qui m'a appelé cette semaine et qui me dit mais il a la carte, votre coach Castro, là, personne ne le conteste, tout va bien, les supporters. Parce qu'on ne voit pas dans des conditions aussi qui sont... Non mais 3% des gens qui disent faut changer de coach. Bizarre, mais à Nantes, mais moi je trouve ça très bien qu'il y ait de la continuité. Non mais c'est bien, je trouve, c'est tellement rare. Souvent à Nantes, mais je suis étonné de ce... Non, parce que c'est des supporters, c'est ceux qui réclament depuis un moment. Au moins ils sont en phase avec eux-mêmes. Ceux qui sont pas en phase, c'est éventuellement l'environnement proche, les journalistes à l'intérieur du club, où on cède à l'instant, parce qu'en plus... On a identifié pourquoi ça patinait, donc on va corriger le problème initial, c'est le mercato et la justesse de cet effectif. Et après, effectivement, si Luis Castro était incapable en janvier-février, avec 4 ou 5 renforts, de élever son niveau de jeu, on pourrait s'interroger en tous les cas sur sa capacité et s'il est l'homme de la situation. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Moi, je trouve aujourd'hui, surtout, c'est qu'on lui a pas donné les bonnes conditions pour qu'il puisse... faire son travail. Tout le monde est sur la même ligne que Jean-Marcel. C'est un problème d'effectif. On a un super coach à Nantes et il n'a pas le matos. Moi je trouve ça incroyable de dire, alors David l'a redit en début de podcast, ils vont faire un mercato XXL en janvier, ils n'ont pas le choix. Mais enfin, cet été, on dit il n'y a pas d'argent, tu recrutes personne. Ils ont choisi de ne pas. C'est une question qu'il faudra poser à la direction. Tu le sais en fait. Pourquoi tu le sais, même la direction l'a dit, on est passé de mecs qui étaient à 100 000 à des mecs à 20 000. Donc t'as ce que tu récoltes. Oui, mais je pense qu'on leur a aussi vendu un entraîneur capable, et peut-être qu'il l'est, on va encore lui laisser du temps, capable de tirer le maximum de cette équipe. Pour l'instant, et de joueurs peut-être moyens, de joueurs un peu moyens. Pour l'instant, l'effectif a trop d'insuffisance. Mais c'est ce que je vous dis, qu'on leur a entre guillemets vendu un technicien il y a des limites, très pointu, très bon tactiquement, capable de tirer le maximum. Non mais il y a des limites, David. Tu mets Pep Guardiola à nous entraîner, on va pas jouer en Ligue 1. À un moment, t'as des limites physiques, techniques, de vision du jeu. On a des joueurs de foot là. D'intelligence. Non, mais t'as un niveau à un moment. Sur le papier, c'est Francis Coquelin, sa sentinelle. Finalement, ça peut pas être lui. C'est vrai. Il y a pas mal de choses. Il y a des circonstances atténuantes. Non, il y a aussi ça. Messieurs, Castro n'est pas menacé là dans l'immédiat demain, mais il est fragilisé à chaque. Attention, à chaque match qui arrive. Tu prends 4-0 contre Lens, t'es ridicule. Oui, mais demain on est mercredi. Oui, c'est mercredi demain. Ouais. Moi, je vois un signe. Et c'est pour ça que je vais glisser vers le président. On va enfin en parler, non pas sur le fond, l'arbitrage, on s'en fiche, mais qu'il sorte du bois. Il le fait si peu et si rarement qu'il sorte du bois pour dire ça. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. On aimerait bien le comprendre, mais je pense qu'on ne comprendra jamais. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et puis on n'a que à se fermer, payer et de rien dire. Voilà. Donc je trouve que c'est pas normal la façon que ça se passe. Il parle de l'arbitrage, mais il y a différents niveaux de lecture. Je comprends pas ce qui se passe. Parle-t-il de la situation de son club, de son équipe depuis le début de saison ? J'ai qu'à me la fermer et payer, etc. Parce que lui aurait envie d'intervenir depuis longtemps, peut-être changer d'entraîneur. Il se rend compte aussi, et cette intervention médiatique, pour moi, elle dit quelque chose sur sa panique. Il y a du stress là, il y a 3 points de retard et il faut essayer d'inverser les choses. Il y a du stress et sur les 2 matchs, tu restes sur 2 matchs où en fait tu as des décisions arbitrales contestables. Non, je parle pas sur l'arbitrage. Pourquoi il vient prendre la parole ? Parce qu'en fait, du stress quand même. En fait, t'es dans une situation où tu as pris 11 points depuis le début de la saison et tu as 2 matchs où en fait on te flingue. Mais non, ça c'est l'histoire d'une saison. Si tu as 16 points, il prend pas la parole. Accepte le débat, Simon, et accepte la. Et justement, je contredis. Si tu as 19 points, il prend pas la parole. En fait, c'est pas le cas. C'est surtout que ça fait un bout de temps qu'il se retient, puisqu'avant le match du PFC qui avait lieu le 23 octobre, déjà Valdemar Kita, il en pouvait plus quoi. Il en pouvait plus, il était déjà à bout en fait de ce qu'il voyait en termes de jeu sur le terrain. Il sentait qu'il y aurait pas d'amélioration.
Et il était déjà parti, il commençait déjà en tous les cas à sonder son environnement, on va dire immédiat ou un peu plus large, sur alors pas pour un nouveau coach à l'époque, mais plus qu'est-ce que vous pensez de Castro, qu'est-ce qu'on fait, non, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que vous voyez qu'il peut y avoir des examinations possibles, comment on peut faire, enfin, il était déjà dans le doute, donc un mois plus tard, avec ce qui s'est passé, une dégringolade au classement, et puis en plus d'une régression dans le jeu, enfin, c'est pas qu'il est inquiet, mais c'est que là, il voit la Ligue 2 tout de suite s'il n'y a pas de réaction. Et puis souvenez-vous, il est intervenu à la mi-temps de Metz, il est descendu dans le vestiaire, à la mi-temps, il a, à l'inverse de Franquita qui est resté, qui lui s'adressait à personne, qui marmonnait tout seul ou bougonnait, là il a parlé tout fort et il a même discuté tranquillement avec le coach. Et je pense que là, pour le coup, il est pris par son émotion parce qu'il y a le match avant de Lorient, ce qui se passe où il a, comme le disait Pab, il y a 2 erreurs d'arbitrage d'un coup. Il sent qu'il y a besoin de réagir aussi pour montrer quelque chose. Et on savait très bien qu'au regard du résultat, le résultat, le score, en tous les cas, s'il n'y a pas l'expulsion de Junior Monga, je pense qu'il fragilise encore davantage ça sauve Castro, cette expulsion. Fait qu'on ne peut pas avoir d'avis définitif sur ce match. On regarde de ce qui a été montré en première mi-temps, où en tous les cas, les joueurs n'ont pas lâché, même en fin de match avec le but de Bamet Duff, il y a une volonté de continuer en tous les cas d'exister et de jouer. Donc on ne peut pas dire qu'il y a de coupure entre le staff technique et le groupe. Par contre, il y a une difficulté, et cette difficulté-là pourrait aussi enlever un peu de pression. Tout le monde a focalisé sur le fait de jeu anodin, qui est pas anodin de la 43e. Et David nous a expliqué que c'était peut-être bien joué de la part d'un président de mettre un peu la pression pour que sur les prochains matchs, les arbitres qui ont arbitré Nantes vont se dire ah ouais, il y a la pression. Peut-être, je sais pas. En tout cas, mais ça traduit une inquiétude. Voilà, ça traduit une peur et ça peut changer la situation par rapport à pourquoi n'a-t-il pas investi au début de saison. Il s'est dit pour les raisons évoquées par David, ça va passer avec un nouveau coach, on va essayer. Ils ont fait des paris en termes de recrutement, ils ont fait des paris avec un coach, ils ont fait des paris. Bon, il s'avère que ça fonctionne pas et là maintenant il a peur, donc c'est pour ça qu'il peut investir plus en janvier qu'il ne l'a fait cet été, non ? C'est arrivé combien de fois ? Cette saison, on revit la même saison en permanence. L'hiver dernier, c'est Antoine Comboiré qui était sur la sellette, qui était sur le point de se faire dégager. On connaît le retournement rocambolesque. L'année d'avant, t'as Aristouille qui se fait virer, t'as Gourvenec, ça marche pas mieux. Et ils font aussi un mercato très conséquent en janvier. À chaque fois, ils se retrouvent obligés de faire des paris en janvier. Voilà, c'est qu'en fait, je pense que tu te dis, je pense qu'il y a quand même un vrai problème financier aujourd'hui pour exister en Ligue 1. Avec la crise des droits télé, je pense qu'il y a la vraie difficulté d'investir. Mais là, d'autres font mieux que Nantes avec un moindre budget. Bah oui, non, mais ça, après, c'est le problème du recrutement qui a été complètement loupé. En fait, tu tentes des paris, mais là, tes paris sont quasi tous perdants. Donc, en fait, tu te retrouves avec que des recrues qui sont pas bonnes, des cadres qui sont blessés et des jeunes qui sont jeunes. Donc Valdemar, est-ce qu'il va actionner quelque chose ? Et un coach qui change un projet de jeu ambitieux et très différent et qui demande du temps en plus. Mais sur Valdemar, on est sur Valdemar là. Est-ce que t'as l'inquiétude ? Voilà, l'inquiétude, et donc du coup, il va actionner. Actionner quoi ? Ils n'ont pas le choix. Un mercato conséquent. Mercato, oui, on parle de voir un changement de coach. En parlant de mercato, c'est vrai qu'ils font souvent, ils essaient de réajuster souvent en janvier. Là, le message qui est passé aux différents agents, c'est on cherche des joueurs de Ligue 1. C'est vraiment la consigne. On l'a dit, pourquoi ils l'ont pas fait cet été ? De Ligue 1 ou qui connaissent très bien la Ligue 1 en tout cas. Camara, Lado. Tu vois, à un moment. Tu dis, on n'est pas parce que financièrement, recruteur, on n'est pas entraîneur, on n'est pas éducateur. On sait que parce que ça coûte moins cher. Avec un coach qui vient de Ligue 2, recrute des mecs qui connaissent le championnat, ou recrute des mecs de Ligue 2. Castro, il a évolué en Ligue 2 et tu dois connaître des joueurs. Mais c'est pas le même prix. Là, on parle. Brest sait le faire. Il y a des clubs qui savent le faire. Si tu prends des joueurs en Ligue 1, là, il faut forcément que le président sorte le carnet de chèques. Donc ça va être en termes indemnité, je sais pas, mais en tout cas en termes salarial, il n'aura pas le choix. Mais t'as quand même acheté ton coach 700 000 € cet été. Et en plus, tu pars sur un projet. Tu sais qu'avec Castro, il va falloir du temps. Alors Castro, ce qui a à la fois son avantage et son inconvénient, c'est qu'il a il a vécu ça à Dunkerque. Donc moi, tu peux te dire, ce qu'il a fait à Dunkerque, il va le refaire à Nantes. 6 mois compliqués, ça va aller mieux. Le problème, c'est est-ce qu'il est capable de refaire la même chose et est-ce qu'il aura le temps de refaire la même chose ? Est-ce que l'avoir fait une fois, ça te donne la garantie que tu le feras une deuxième ? Ce que vous oubliez dans le récit magnifique de Luis Castro à Dunkerque, c'est que
il bénéficie d'un mercato en janvier où il y a 4 recrues. Voilà. Bah oui. Et des recrues qui ont tout changé. On l'a souvent dit. Hein. Ouais, non, mais l'histoire de. Il s'est planté les 12 premiers matchs, il était en difficulté et après ça a pris. Juste attendre. Ça a pris parce que l'effectif a aussi été réjusté. Bien sûr. C'est un peu important de. Et surtout, ce qui est l'avantage et l'inconvénient, c'est que tu peux te dire il peut le refaire, mais c'est pas une garantie le fait qu'il l'ait fait une fois contre Dunkerque, c'est pas une garantie que ça va marcher à Nantes. En fait, c'est pas une garantie qu'en janvier Nantes va décoller. Hein. Et si c'était samedi face au 100 messieurs, on parle de ce match face à Lens. Simon Rengoat, It West. David Filippo, Ouest France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Le truc, c'est que c'est le leader lensois qui déboule à la Beaujoire. Jean-Jacques Goldman. C'est moi. Pour être le premier. Tout au bout de l'échec. Je crois que c'est tout au bout de l'échelle. mais c'est vrai qu'à Nantes, c'est les derniers sur les premiers. À Nantes, le risque, c'est tout au bout de l'échec, effectivement. On en parle de la classe d'écart qui s'annonce entre les deux équipes, le leader lensois et les Canaries dans la zone rouge, avec un spécialiste, Jean Baumel, notre confrère d'RMC. Salut Jean. Salut à tous, bonjour à tous. Salut. C'est donc le leader qui se présente à la Beaujoire. Quand on avait regardé ce calendrier nantais, on n'aurait peut-être pas imaginé que Lens, après 14 journées, soit devant. Hein. Non, exactement. C'est vrai que c'est une énorme surprise de la part de Lens. En même temps, ça confirme un peu ce qu'on voit depuis le début de saison et on a l'impression de vivre une saison qui va ressembler à celle de 2022-2023 avec Francaise, où on est repassé à des choses un peu plus simples à Lens, où on a fait certes beaucoup de restrictions au niveau financier, bien sûr, hein, vous le savez tous, réduire la voilure au niveau des transferts, au niveau de la masse salariale, avec un budget qui est passé à 60 millions d'euros. Et ça marche, il y a eu très peu d'erreurs dans le choix des joueurs et la nouvelle direction a retrouvé le fil qui fait que Lens est un club qui peut pas dépenser des millions et des millions, mais avec des moyens raisonnables, on peut faire du bon boulot. Ouais, sous les radars un peu. Hein. C'est incroyable, tu viens de résumer tout l'inverse de ce qu'on vient de dire pendant une heure. Un recrutement réussi avec. C'est vrai, les projecteurs sont plutôt sur les équipes qui jouent la Ligue des Champions et je disais sous les radars parce que Lens a bien travaillé discrètement et la France du foot se réveille là avec un leader un peu inattendu. C'est peut-être aussi surtout d'où elle vient parce qu'il faut se rappeler il y a un an le mercato lensois qui a permis en tous les cas de faire entrer énormément d'argent les ventes. Oui, les départs, oui. Après la Ligue des Champions, libéré de tous ces joueurs bankable, mais aussi qui étaient perçus comme cadres on avait le sentiment c'est comme si même il jetait la saison au milieu de saison comme ça, il bazardait la fin. Ils sont à Rennes, les gars, maintenant. Mais ce rebond là, il y avait pas que, il y en a qui sont à Man City, il y en a qui étaient partis à Galatasaray aussi. Enfin, je trouve que ce rebond là est étonnant vu de l'extérieur. Ils se sont pas trompés déjà au niveau du recrutement. Déjà à la base, on va revenir quand même à la saison dernière vite fait, c'est que Will Steele finit quand même 8e en ayant perdu quasiment toute sa défense. Vite fait, Samba qui est parti à Rennes, Kouchelov qui est parti à City. Bon, finir 8e dans ces conditions-là, c'était pas gagné et c'est plus qu'honorable d'avoir fait ça. Après, il y a eu le bon choix de Pierre Sage avec la nouvelle équipe dirigeante, Jean-Louis Léca en directeur sportif, Benjamin Parot qui est devenu directeur général, puis adjoint, mais seul à la tête du club avec Joseph Augrelian au-dessus. Et en fait, l'une des réussites aussi, c'est que ils sont pas beaucoup et ils se côtoient tous les jours, ils font des réunions régulières, il n'y a pas 36 000 intermédiaires dans le club, ils sont au courant de tout. En fait, c'est simple, dès qu'il y a un transfert, ça passe aussi bien par Jean-Louis Léca, Benjamin Parot que Pierre Sage. Et quand c'est fluide comme ça et que tout le monde se fond dans le moule, que le discours est clair et honnête, parce que je pense que les joueurs se retrouvent totalement dans ce qui a été dit avant la saison et ce qui se passe pendant. Avec un Thauvin qui fait le bonheur du public lensois, qui fait un retour très réussi en France. On a Thomasson qu'on connaît bien à Nantes également, qui rayonne cette saison. Il y a des joueurs de foot. Hein. À combien il peut émarger un Thauvin d'ailleurs, tiens, Gibaud ? Écoute, tu sais, les salaires, c'est pas non plus la folie à Lens.
Écoute, j'ai pas les chiffres. Bon, on est certainement au-dessus de 100 000 euros. Oui. Il y a eu un transfert de 6 millions d'euros. Il a un contrat de 3 ans. Il a quand même 32 ans, donc peut-être une possibilité aussi de prolonger un peu plus l'aventure. Mais il a dû faire un petit effort, je pense, pour revenir en France, mais ça lui a permis de retrouver l'équipe de France. Donc déjà, je pense qu'il est en tête du championnat, il retrouve l'équipe de France, donc je pense qu'il est plus que gagnant. Et voilà, je pense que l'aspect financier, je suis pas sûr que ce soit ça le moteur de sa venue. Ça doit être à mon avis le plus gros salaire de Lens, mais je pense pas que ce soit ça la priorité des priorités sur sa venue. Tu disais, en plus, tu m'expliquais hier que c'était sympa de bosser avec ce club de Lens, pour les journalistes aussi. Un club vachement ouvert. Oui, en fait, quand tout va bien, c'est dommage de s'en priver. Donc, mais c'est un peu une tradition là depuis un petit moment, depuis que Joseph Ougourlian a repris le club seul, puisqu'il était avant à Solferino, il était minoritaire, mais là depuis, il y a une vraie volonté de communiquer et quand ils peuvent franchement faire des choses avec les médias et avec tout le monde, ils choisissent pas en priorité tel ou tel média. C'est agréable. Nous, on a souvent des directs, on a souvent des entretiens et en plus, on a de la chance, que, comme vous le disiez tout à l'heure, on a de bons clients comme Adrien Thomasson, des garçons comme Mudolf, Florian Thauvin. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont des histoires et puis souvent il y a quand même pas mal de joueurs, si vous regardez bien, qui ont eu des parcours un peu compliqués. Je pense à Jonathan Grady, le pauvre, qui s'est fait double fracture tibia péroné, mais des Florian Sotoka, même Adrien Thomasson qui a eu des moments difficiles et là il s'y retrouve totalement au Racing Club de Lens. Et c'est des parcours qui montre que rien n'est terminé dans une carrière de football quand on est passé par un centre de formation. Et c'est aussi pour les jeunes un exemple à suivre. Florian Thauvin, c'est l'exemple d'un champion du monde qui est tout simple avec tout le monde et ça colle parfaitement. Donc c'est vrai qu'ils ont réussi à créer une osmose entre les jeunes joueurs, les anciens et les joueurs qui ont connu la galère et la réussite après. Elle est sympa. Ça veut dire qu'il y a un entraînement ouvert au public, aux médias de temps en temps? Alors toutes les semaines, on a droit à 15-20 minutes pour les médias. Pour les supporters, c'est un peu plus compliqué. Ils essaient d'en faire plusieurs dans la saison parce qu'en fait, Lens, les infrastructures pour accueillir le public à la Gaillette, c'est un peu plus compliqué qu'avant. Avant, c'était tout le temps ouvert, donc il y avait un petit turnover. Là, ils ont le stade juste à côté, le stade d'avion qui est collé au centre d'entraînement de la Gaillette qui fait 5-6 000 places et généralement ils font ça le mercredi. Alors on va dire 3-4 fois par an. Généralement avant les derbies aussi où tu peux faire entrer 5-6 000 supporters qui sont très proches du terrain et puis il y a la séance de dédicace. Je peux vous dire que lors du dernier derby remporté par Lens, 3 jours avant, la séance de dédicace de Florian Thauvin a duré 45 minutes. Il a joué le jeu de A à Z. C'est comme celle de David. Pareil, c'est souvent comme ça, Gibo. Quand tu fais les podcasts tu en connais public, ma notoriété ici. Oui, non, mais la popularité de David, elle est en Vendée et maintenant même dans le 44, ouais. Bien sûr. Ouais, ça s'étend. Elle est sympa cette équipe, c'est vrai. Ce club est sympa aussi. Et, on a évidemment envie de te poser la question qui fleurit partout dans les articles ces derniers jours. Est-ce que ça peut durer? Est-ce que ça peut tenir surtout? Est-ce que Lens peut embêter le PSG de la même manière qu'on peut imaginer que l'OM peut embêter le Paris Saint-Germain, Jean-Marcel? Voilà, ça peut tenir. Ils n'ont pas la Coupe d'Europe, donc c'est vraiment focus sur le championnat. Ouais. L'Europe, avec la CAN, ils vont perdre certains joueurs très importants. C'est Mamadou Sangaré, qui est l'une des révélations du recrutement de Jean-Louis Léca au milieu de terrain. Mais ils ont des solutions avec Bulatovic. Tu l'as dit, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Il y a 2 saisons, ils avaient fini 2e à 1 point du PSG avec 84 points. S'ils n'ont pas trop de pépins, ça devrait aller. Ils ont battu quand même, ils ont 3 défaites. Mais ils ont quand même battu les gros. Ils ont battu Marseille, ils ont battu Monaco, ils ont battu Lille, ils ont battu Strasbourg. Ils ont été battus chez eux lors de la première journée contre Lyon. Et franchement, c'était pas mérité. Voilà, il y a eu le faux pas à Metz, qui a la petite claque qui a fait du bien parce que derrière ils ont connu que la victoire. Mais ça donne un espoir pour Nantes ou pas du coup? Parce que là, tu nous plombes encore le moral. Non, ils ont perdu à Metz. Là, franchement, sur la dynamique, je peux pas faire grand chose pour vous. Oui, si je devais parier, je parierais sur le Racing Club de Lens. Bon, la cote doit être. Tu vas pas gagner grand chose. Oui. Ouais, je pense. Ouais, c'est sûr que ça peut-être pas élevé, mais oui, je pense finir premier champion.
Non, je pense pas. Mais déjà, s'ils arrivent en Coupe d'Europe ou moins Europa League, et la saison sera réussie. Si tu fais une Ligue des Champions pour le Racing Club, bon là, ça serait extraordinaire. Sachant qu'au niveau de l'indice UEFA, avec tous les bons résultats qu'on a eu la semaine dernière avec les clubs français, c'est pas impossible qu'on ait un 5e représentant en Ligue des Champions. C'est pour Nantes, ça. Donc voilà, non mais une remontada, ça existe. Hein. Moi, j'ai connu Luis Castro à Dunkerque, il a fait du bon boulot. Hein, ah bah dis-nous un petit mot, tiens, allez. Vas-y, parce que nous, on a un petit peu de mal à voir le style Castro. On conclut pour l'instant qu'il n'a pas l'effectif à Nantes, mais ton regard est intéressant. Bah écoute, oui, je pense que c'est une question d'effectif parce que à Dunkerque, alors ce qui était assez incroyable, c'est que les premiers pas de Luis Castro à Dunkerque, c'était pas génial, hein. C'était défaite sur défaite, sauf que Dembaba dit, bah c'est simple aux joueurs, il dit n'espérez pas que je dégage, il va rester, c'est à vous de vous adapter. Et je pense que à partir de ce moment-là, ça a été entre guillemets un petit déclic. Et ils se sont mis à accepter la façon de travailler, beaucoup de séances vidéo et beaucoup de tactiques, et avec une prise de risque assez incroyable de jouer très très haut, et des fois c'est vrai qu'ils se faisaient contrer comme des bleus, mais ça a fini par rentrer, et la prise de risque a été vraiment, franchement c'était très chouette à regarder. L'année dernière ils ont quand même fini 4e de la phase régulière en Ligue 2, demi-finaliste de la Coupe de France. Sincèrement, un club comme Dunkerque jouer sur les 2 tableaux Coupe de France et championnat, c'était pas possible. Donc la fin de saison, elle a été un petit peu difficile, même si ils se font sortir par Metz un petit peu bêtement, et c'est un peu difficile à digérer. Mais la demi-finale contre le PSG, elle a fait du mal parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui avaient ce match-là en tête. Mais globalement, oui, tout le monde s'est régalé à regarder le jeu de Luis Castro la saison dernière avec Dunkerque. Merci beaucoup, cher ami. Merci, très précis. Bon, comme moi je suis de Béthune, je vais envoyer mon CV à la Voix du Nord, hein, avec ce que tu racontes. Toi. Ah bah tu sais qui est Antoine Béthune? Non, même pas. Jacques Mélic. Non, c'est le maire depuis l'arbitre de France. Un ancien du Racing Club de Lens. Champion 98, défenseur central, capitaine. C'est pas vous. Jean-Guy Wallem. Non, c'est voilà. Non, mais ah oui, non, mais c'est ça. Oui, bien sûr. Ils vont jouer d'ailleurs Sochaux en Coupe de France là. Ah bah merci pour l'info. Ouais. Ce sera merci beaucoup. De rien, Gibo. mon gars. Bien. Ouais, attends, laisse-les discuter 30 secondes là. Non. Toi, tu sais que t'as affiché sur une Cayenne ou pas là? Moi, je dis souvent, David, tu veux ma main sur de gif? J'ai le stick, les tendus là. Bon, donc t'as rien perdu. Hein. Allez, on se voit samedi à la Beaujoire pour ce Racing Club de Lens, Football Club de Nantes. C'est dans l'autre sens puisque c'est à domicile pour les Canaries. Messieurs, on évoquait la Coupe de France justement. Un mot sur Concarneau, tirage de la Coupe de France pour le FC Nantes. C'est pas un super tirage. Hein. C'est surtout un très mauvais souvenir pour le FC Nantes. Il y a 16 ans, 2009, c'était le 7e tour de la Coupe de France. Nantes était en Ligue 2, c'était le Nantes de Gernot Rohr. Il y avait notamment Darcheville, Alonso, Darbion, De Freitas. David De Freitas. Le Concarneau était en CFA2, je me souviens, il faisait un temps pourri, comme souvent en Bretagne. Et oh là là, venez en Vendée. Terminé. Et 3, vous me laissez dire le score quand même en fait, et après, quand il parle avec des Bretons, il fait ça. Il fait kangourou, une fois oui, une fois non. Voilà. Mais en fait, par contre, il a pas d'analyse, mais il a de la mémoire. Défaite 3-0. Défaite 3-0. Voilà. Et franchement, ça avait été une humiliation pour le FC Nantes. Ça sera le dimanche, le derby à Angers, 21 décembre, juste avant Noël, 14h45. On a l'horaire précis le dimanche, 14h45. Moi, je donne des infos aussi. Ce sont les bons matchs de district. Le plus dur, ça sera de se lever. C'est ton ami de Concarneau qui l'a donné l'info, c'est ça? Non. Le retour du sauveur annoncé, Ignatius Ganago. Je vous propose qu'on garde ça pour la semaine prochaine. On n'aura pas le temps d'en parler. Le sauveur, voilà. Le sauveur annoncé. Le sauveur annoncé. Ganago qui est toujours sous contrat avec le FC Nantes, donc il va revenir. On se garde ça pour la semaine prochaine. On débriefera donc la victoire des Nantais face au Racing Club de Lens. Ah, tu vraiment? Ah oui, je le dis. C'est toi aussi qui avais dit que Nantes avait gagné à Lyon? Je sais plus. Il y a un paquet de monde qui m'a dit la semaine dernière. Chaque semaine. Dès que je choisis quelqu'un, non mais là Lyon c'est sûr, tout est contre nous, c'est sûr, là on va gagner. Allez, on débriefe ça mardi prochain. Salut les amis. Salut. Sans contrôle, un podcast proposé par les rédactions d'It West, Presse Océan et Ouest France à retrouver sur toutes les plateformes. Allez.